Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pavel Rodak avant de lancer la discussion ensuite. Pavel Rodak est historien de la littérature et de la culture polonaise, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et directeur du Centre de civilisation polonaise dans cette université. Entre 2012 et 2016, il a occupé la fonction de directeur de l'Institut de culture polonaise de l'Université de Varsovie. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage sur les journaux des écrivains polonais au XXe siècle, qui s'intitule « Entre la pratique d'écriture et la littérature, le journal d'écrivains polonais au XXe siècle », qui a été publié donc à Varsovie en 2011. Il s'occupe de façon générale beaucoup des écrits personnels, des journaux intimes en particulier. Je l'avais entendu lors d'une session l'an dernier dans le séminaire de Judith Lioncan aux côtés de Philippe Lejeune. Voilà, et donc il va nous parler dans cette session des journaux d'écrivains polonais au XXe siècle vus à travers les archives. Merci beaucoup. Ça va comme ça? D'accord. Et ça, ce sera après. Et commençons avec une observation, une constatation très très simple, ou même avec une question. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les journaux, et dans cette fois particulière les journaux des écrivains polonais du XXe siècle, dans les archives? D'abord, on ne voit pas de livres. On voit des cahiers, bloc-notes, agendas, feuilles détachées. Pas de livres. Parce que, et c'est Philippe Lejeune qui a répété plusieurs fois dans ses articles, les journaux, ce ne sont pas des livres. Après, on ne voit pas de textes. On voit toutes sortes de manuscrits, de brouillons, parfois avec correction, rature, réécriture, etc. On ne voit pas de texte parce que la notion du texte nous renvoie à une stabilité qui est possible dans les livres imprimés, et même dans les livres imprimés, c'est une stabilité instable. Ce sont notamment les représentants de la critique génétique qui nous ont montré cette importance des archives d'un point de vue de l'instabilité des textes. Je cite Pierre-Marc de Biasy. L'idée d'un texte établi et fixé dans l'immuabilité de sa lettre est un rêve démenti par l'histoire de la tradition écrite et par les réalités de l'édition. Le texte est un artefact humain, comme tel a servi à la rude loi du travail, de l'historicité et du désir. Qu'aucun texte ne préexiste à la rédaction qui lui donne forme, c'est une évidence qui oblige à nommer ce qui le précède avant texte. Dans ces cas-là, dans cette approche très intéressante de la critique génétique, avant texte est lié quand même avec les textes. Même si les généticiens parlent sur le processus d'écriture, ce processus est plutôt important pour reconstruire l'histoire du texte, pour le mieux comprendre. Je dois beaucoup à la critique génétique, mais je voudrais vous proposer une approche un peu différente. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt une pratique d'écriture et pas un texte. The Act of Writing, comme écrit Daniel Chandler dans un livre remarquable. Et pour la compréhension de la pratique d'écriture, ou plutôt différentes pratiques d'écriture, la dimension matérielle est très importante. C'est-à-dire cette dimension qu'on trouve dans les archives, qu'on peut observer dans les archives, est un composant indispensable pour analyser une pratique d'écriture. De ce point de vue, les archives sont nécessaires pour comprendre les pratiques d'écriture, aussi et peut-être surtout les pratiques littéraires. Mais qu'est-ce qu'on parle si on parle sur les pratiques d'écriture? L'anthropologie d'écriture s'intéresse aux différentes pratiques d'écriture. Nous avons une grande diversité de ces pratiques, dès les pratiques d'écriture ordinaires jusqu'aux pratiques littéraires. Mais dans tous les cas, si nous prenons en compte les pratiques, et surtout les pratiques d'écriture, c'est une conséquence des passages entre la notion de la structure symbolique du texte et du discours vers la notion de la pratique culturelle
Et on peut faire ici référence aux travaux de Pierre Bourdieu ou Michel Desserteau ou aussi Roger Chartier. Pratiques culturelles, ce ne sont pas les discours. Pratiques d'écriture, ce ne sont pas les textes. Pourquoi? Deux choses sont ici les plus importantes. Premièrement, si on analyse les textes, le plus important pour nous, c'est la dimension sémiotique, contenu et éventuellement les contextes, mais contextes liés très strictement avec les textes. Si on analyse les pratiques d'écriture, mais si on dispose que les textes, on doit prendre en compte plusieurs composants. D'abord médium, l'écriture elle-même, ou dans plusieurs cas aussi typographie, l'écriture électronique, etc. Après, utile d'écriture, crayon, plume, machine à écrire, etc. Support, fonction d'écriture, contenu, contexte, et à la fin, type de la culture dans laquelle cette pratique d'écriture existe. Si c'est culture écrite, culture typographique, culture électronique, etc. Deuxièmement, si on analyse pratique d'écriture, on doit analyser le processus qui est dynamique et pas seulement les résultats de ce processus. C'est-à-dire, on doit poser au moins 3 questions en même temps. Par qui et pourquoi ce qui a été écrit, il a été écrit. Comment ce qui a été écrit, il a été écrit. Et comment ce qui a été écrit, il a été distribué, transmettre, diffusé. Lorsqu'on considère le journal comme une pratique d'écriture, il est important de prendre en compte ces 3 dimensions, performatif et pragmatique, matériel et textuel. Dans sa première dimension, le journal dévoile son caractère dynamique à l'égard de la personne qui l'écrit, journal comme une action par la parole. Dans la deuxième, il montre son existence en tant qu'objet, journal comme objet, et en plus objet unique. Et ce n'est que dans sa troisième dimension que le journal est une espèce de structure linguistique spécifique, journal comme texte. Les plus courtes définitions du journal personnel proposées par Philippe Lejeune ne contiennent que 3 mots. Le journal, c'est une série de traces datées. Série de traces datées, mais quelles traces? Est-ce que ce sont des traces d'événements, d'expériences, d'émotions, de pensées, des choses les plus ordinaires? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Les traces de phénomènes comme ça pourraient avoir les caractères textuels. Mais les journaux, ce sont d'abord les traces matérielles et ce sont avant tout les traces des pratiques d'écriture. Alors, si on regarde les journaux d'écrivains polonais du XXe siècle dans les archives, qu'est-ce que nous montrent les traces qu'on peut trouver dans ces journaux? Ils nous montrent, au moins je pense, un processus qui me paraît assez intéressant et important. C'est le processus de rapprochement entre les pratiques d'écriture ordinaire et personnelles et pratiques d'écriture littéraire. Daniel Fabre a proposé de considérer, je cite, comme écriture ordinaire toutes les écritures qui n'ont pas la vocation ou la prétention de faire œuvre de langage, c'est-à-dire dans lesquelles l'écriture n'est pas le matériau d'une œuvre. Ce sont des écritures très liées à l'action, et ce sont des écritures qui n'ont pas de distance par rapport au matériau même qui est la langue écrite, c'est-à-dire qui ne considèrent pas la langue écrite comme matériau esthétique. Dans les journaux d'écrivains polonais du XXe siècle, on trouve bien sûr cette dimension de pratique d'écriture ordinaire définie par Fabre. Mais en même temps, on trouve les pratiques dans lesquelles la langue écrite est considérée comme matériau esthétique. Si les écritures ordinaires sont très contextualisées, dans les pratiques d'écriture, dans les pratiques littéraires, il se décontextualise, premièrement dans sa contenu, deuxièmement dans sa matérialité, troisièmement dans ses fonctions. Et maintenant, j'ai préparé 3 exemples de journaux d'écrivains polonais du XXe siècle. Premier exemple, c'est le journal de... Ça, on peut... Comment on peut...
Oui. Oui, oui, oui. Ah, quand même. J'agrandis trop. Oui. Et après, on peut revenir jusqu'au... Oui. Premier cas, c'est le journal de Maria Dąbrowska, une écrivain très célèbre, très connue en Pologne du XXe siècle. Elle s'est née en 1889. Elle était morte en 1965. Dąbrowska est l'auteur... je présenterai très très brièvement, parce que j'ai les 3 quarts, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Et Dąbrowska est l'auteur de plusieurs volumes de nouvelles et des essais. Et son chef d'œuvre, ses romans Noce i dnie, Le jour et la nuit, en 4 volumes. Et on peut dire que Le jour et la nuit, c'est une chronique ou une fresque d'intelligentsia polonaise de plusieurs générations à partir de la fin du XIXe siècle. Mais pendant presque toute sa vie, de 1914 jusqu'en 1965, Dąbrowska a tenu son journal. Et elle a écrit 80 cahiers manuscrits, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a décidé de réécrire son journal et de préparer une nouvelle version de son journal. Dans ces cas-là, elle a utilisé machine à écrire, et dans ces cas-là, elle a utilisé les feuilles volantes, pas les cahiers. Et c'est dans ce processus de réécriture qui est pour moi très important. Et moi, je vois une tension entre les pratiques ordinaires d'un côté et les pratiques littéraires de l'autre côté. Et cette tension qui me paraît très intéressante. Alors, on voit cette tension d'abord dans les supports même, parce qu'on a d'un côté les cahiers, d'autre côté les feuilles volantes, des outils d'écriture, mais pas seulement, bien sûr, parce qu'on voit beaucoup de changements dans ces deux versions, et qui sont exactement liés avec des différentes pratiques, où on peut décrire, d'après les matériaux, on peut décrire cette différence, mais on peut décrire cette différence vraiment dans le travail dans les archives. Dans la version imprimée, on ne voit pas ça. On ne voit pas ce travail, on ne voit pas ce changement. Même, on a plusieurs éditions du journal de Dąbrowska, sauf la dernière édition, où ce n'est pas marqué si c'est la version manuscrite, si c'est la version réécrite, même si les différences sont assez grandes. Alors, encore, on a les différences que dans la version réécrite, Dąbrowska a éliminé plusieurs éléments qui étaient très importants pour les écritures ordinaires, qui ne sont pas importants pour les écritures littéraires, comme les dessins, comme les coupures de presse, je voudrais vous montrer tout de suite. Et après, on voit beaucoup de ratures, de corrections, d'effacements dans cette deuxième version. Et quand Dąbrowska a réécrit son journal, elle a écrit comme ça. J'ai réécrit les anciens journaux et immédiatement, je corrige leurs textes, car ils sont écrits dans les affects, émotions intenses, pleines de jugements trop faciles et bavardages inutiles. Et après, quand je réécris mon journal, maintenant l'année 1950, je suis effrayé par les volumes de la matière, le nombre de détails inutiles. Pourquoi j'ai tellement noté dans le journal au lieu d'écrire des nouvelles, des romans? Maintenant, je dois un peu raccourcir et composer autrement, ce serait illisible. Bien sûr, maintenant, tous ces fragments pour Dąbrowska sont inutiles, sont illisibles, parce que pour une pratique d'écriture littéraire, les détails qui peuvent être inutiles étaient très utiles, bien sûr, pour les pratiques ordinaires. On voit beaucoup de ratures et Dąbrowska note à côté de ces ratures, par exemple, en polonais et en français, zbędne, inutile, skrócone, abrégé,
przeredagowane, rédigé à nouveau, zbędne szczegóły, détails inutiles, zbędne nudziarstwo, inutile bavardage. Alors, tous sont les commentaires qui sont très significatifs par rapport à cette différence entre l'écriture ordinaire et littéraire. Par exemple, ça c'est bien sûr la version, manuscrite. Et ouais, je dois faire comme ça. Et dans cette version, on voit... Oh. Pourquoi ça? Comment on peut faire? Dans la version manuscrite, on voit beaucoup, je ne sais pas comment je peux faire ça, par exemple, beaucoup de dessins comme ça, ou beaucoup de coupures de presse qu'on peut... On a ici une version bien sûr dactylographiée qu'on peut regarder. C'est une version différente, mais on n'a pas bien sûr le temps pour analyser tout ça, mais on n'a pas aucun dessin, on n'a pas aucune coupure de presse, et on a beaucoup de changements, mais et encore à la fin, c'est ça, oui? Non, ça, à point rouge. Et si on prend encore les manuscrits, non, c'est pas ça. Peut-être j'ai pas copié ça. Malheureusement. Malheureusement, j'ai pas copié. Je peux vous montrer d'autres choses. Comment ça marche? Ouais. Oui, peut-être on utilise ça. Et ici, on voit... Mais comment... c'est très compliqué pour moi. Ici, on voit les dessins aussi, mais... Et après, c'est... Là, c'est à l'unité, en fait. Vous voulez en ouvrir plusieurs à la fois, c'est ça? Je voudrais montrer l'un après l'autre. Alors, on va les sélectionner tous, comme ça. Non, d'accord, mais on n'a pas le temps. Voilà. Et donc là, D'accord, parce que je voudrais vous montrer ça. Parce que ça, ce sont les types de ratures de Dąbrowska, oui, ou d'effacement plutôt. On a beaucoup d'effacements comme ça, et on peut dire autocensure, mais ce n'est pas autocensure, c'est d'autres types d'écriture. C'est des changements entre deux types de pratiques d'écriture. C'est pas, je ne pense pas que on peut dire que c'est autocensure. D'accord. Deuxième exemple, c'est maintenant je me débrouille peut-être. C'est le journal de Gombrowicz. Pour ceux qui ne connaissent pas Gombrowicz, c'est Gombrowicz, oui. Et Gombrowicz, qui habitait en Pologne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et publiait son chef-d'œuvre Ferdydurke avant la Deuxième Guerre mondiale. Après, comme vous savez peut-être, il habitait en Argentine entre 1939 jusqu'en 1953. Et après, il est revenu en Europe. Il habitait un an à Berlin et après en France, à Paris et après dans le sud. Il est mort à Vence en 1969. Et dès 1953 jusqu'en 1969, il a publié son journal littéraire, d'abord dans une revue d'immigration polonaise, Kultura, et après dans trois volumes des livres. Aujourd'hui, on dispose aussi, on a aussi d'autres journaux. On peut dire, c'est pas exactement un journal, une chronique
très intime de Gombrowicz, avec le titre Chronos, qui était récemment, il y a 3 mois, publié aussi en français et traduit par Małgorzata Smoron-Goldberg, qui est dans la salle. Mais je ne voudrais pas parler sur Chronos, je voudrais parler seulement sur le journal littéraire, parce que dans le journal... comment on peut faire ça? D'accord. Dans le journal littéraire de Gombrowicz, on voit aussi cette tension qui m'intéresse ici entre l'écriture ordinaire et l'écriture littéraire. Bien sûr, le journal de Gombrowicz, c'est plutôt des côtés littéraires parce que c'est une pratique littéraire. Mais c'est ce qui est très intéressant, que Gombrowicz transforme, on peut dire, tout de suite une pratique écriture ordinaire et personnelle dans une pratique littéraire, ou plutôt il utilise une pratique d'écriture ordinaire et personnelle comme une pratique d'écriture littéraire. Alors on voit aussi cette tension, mais dans un style bien sûr complètement différent, mais quand même cette tension existe. Et si on regarde les manuscrits de Gombrowicz, vous avez ici les suivants, c'est comme ça, non? Si on regarde les manuscrits, mais comment, c'est très compliqué, mais juste, si on regarde les manuscrits de Gombrowicz, on voit bien sûr beaucoup... d'abord, ce sont les feuilles volantes qui est très important parce que ça, c'est un support, bien sûr, littéraire. Les supports des écritures ordinaires, ce sont plutôt les cahiers ou des journaux. Ici, on a les feuilles et on voit beaucoup de ratures, beaucoup de corrections, mais on peut dire que c'est normal. Dans une œuvre littéraire, les corrections sont normales. Mais si on regarde un peu plus proche ces ratures, on voit que beaucoup de ces ratures sont liées avec la vie personnelle de Gombrowicz. Et je pense que ici, on peut regarder cette tension entre ordinaire et littéraire, ou entre personnel et littéraire. Et seulement un exemple, je voudrais vous montrer de plus près, mais vous devez m'aider. Oui. Alors, dans ce dossier-là là. Okay. Ouais. Oui. Oui. Excusez-moi, mais oui, c'est ça. Tu peux agrandir. Oui, d'accord. C'est ça. Et je voudrais vous montrer seulement un fragment et une rature que vous voyez ici. Et cette rature est liée avec une opération particulière que l'on retrouve dans les textes dactylographiés de ce journal, parce qu'on a version manuscrite, on a version dactylographiée. Et parce que parfois, Gombrowicz, comme on dit, les textes dactylographiés consistent à biffer des phrases ou des passages plus longs, sans les réécrire ou remplacer, ou on peut les considérer comme omissions qui résultent d'un caractère trop personnel de ces textes. Car le journal de Gombrowicz, sans être un journal intime, garde cependant dans une certaine mesure une caractéristique importante du journal intime. Bien que Gombrowicz écrit son journal directement pour le lecteur et non pour soi-même, tout ce qui est écrit n'est toujours envoyé à l'impression. Et on voit ici les passages très connus sur les animaux, où dans la première version, nous lisons la phrase comme ça, on lacerait des grenouilles à coupe de fouet jusqu'à ce qu'elles meurent, ou encore on les arrosait de l'essence et les enflammait. Et Gombrowicz a rayé une partie, et après ça devient on lancerait des grenouilles à coupe de fouet. Et dans une version des livres, n'existe pas cette phrase en entière. Et moi, dans cette rature, je vois cette
tensions entre personnel, et dans ce cas-là, trop personnel, entre personnel et littéraire. Et on a encore un peu de temps, pas trop. Alors, troisième exemple, je laisse de côté. D'accord. D'accord. Alors, je laisse de côté le troisième exemple, mais peut-être seulement je voudrais juste dire que le troisième exemple, c'est l'exemple d'un journal, et ce sont plutôt les carnets de voyage d'Edward Stachura, et un écrivain aussi très intéressant. Et en français, vous avez un petit livre, Mais résigné au monde. Ce sont les derniers cahiers de Stachura, juste avant le suicide de Stachura, parce que Stachura s'est suicidé, s'est pendu en 1979, et ce sont les derniers fragments de son journal juste avant le suicide. Mais je peux dire en 2-3 phrases seulement que les journaux de Stachura ou les cahiers de Stachura sont intéressants pour moi de le même point de vue de cette tension entre ordinaire, personnel et littéraire, mais dans ces cas-là, on n'a pas l'exemple de réécriture, on n'a pas l'exemple de rature, mais on a un exemple un peu comme dans les journaux de Kafka, mais tout ce qui est ordinaire et tout ce qui est littéraire est en même temps dans les journaux, en même temps. Dans tous les cahiers, on a les fragments qui sont littéraires, qui étaient tout de suite après utilisés dans les livres de Stachura, et les fragments très ordinaires, la liste de dépenses, les horaires de bus, les adresses, les choses comme ça, beaucoup de choses très ordinaires et littéraires, mais en même temps, et dans les mêmes cahiers. Et conclusion, je pense que je peux faire très brève conclusion en 3 points, parce que je pense que dans ces 3 cas des journaux d'écrivains polonais au XXe siècle, on peut voir au moins 3 choses. Premièrement, instabilité ou dynamique de la littérature polonaise du XXe siècle, les changements du statut de littérarité dans cette littérarité qui s'approche de plus en plus aux pratiques d'écriture ordinaire. Deuxièmement, la transition de la littérature polonaise de l'ordre du modèle ou registre plutôt fictionnel au modèle ou registre plutôt personnel et ordinaire ou documentaire. Et troisièmement, la littérature in statu nascendi, littérature qui est à la frontière de la littérature. Et je pense que cette littérature qui est à la frontière de la littérature, c'est toujours pour nous les plus intéressantes, mais cette constatation est possible, au moins je le pense, seulement à travers les archives. Merci beaucoup.